Hello collègues écrivains. Aujourd'hui je vais te parler d'un auteur un petit peu particulier parce qu'il n'a écrit ni roman ni conseil d'écriture et pourtant il a tellement à nous apprendre sur ce sujet. C'est quelqu'un d'assez difficile d'accès puisqu'il s'agit d'un philosophe très controversé et qu'il a une œuvre colossale que j'explore à peine. Et déjà rien qu'en effleurant la surface, j'ai trouvé des conseils d'écriture, j'ai trouvé des sources d'inspiration, j'ai trouvé de quoi contempler et me questionner sur mon rapport à l'art. Et donc aujourd'hui je voulais partager un petit peu de ces réflexions avec toi. 5 conseils d'écriture de la part du philosophe Nietzsche. C'est parti! Nietzsche, c'est un peu un philosophe qu'on connaît par ses positions controversées, celui qui dit que Dieu est mort, un philosophe un petit peu fou, qu'on cite dans tous les sens et sûrement extrêmement mal, et il y a évidemment un petit peu de tout ça, mais on a tendance à oublier que Nietzsche c'était aussi un styliste, un écrivain avec une patte, qui avait vraiment un rapport à l'art très fort, qui pensait que la forme était indissociable du fond, que la façon dont on écrit révèle qui on est, ce qu'on croit, etc. Il écrivait beaucoup en aphorismes, c'était des petites histoires, des petits fragments courts et denses, et souvent qui claquent, en paraboles, en images, en métaphores, notamment avec le livre Ainsi parlait Zarathustra. Et il détestait un peu justement ces philosophes qui s'enferment dans l'abstrait et écrivent des essais, etc. Pour lui, la philosophie, c'était vivant, incarné, même dangereux, un peu comme un roman qui brûle finalement. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé quand j'ai commencé à découvrir son œuvre. J'en suis, comme je te le disais tout au début, mais j'ai déjà trouvé pas mal de choses que je peux partager avec toi aujourd'hui. Et le premier conseil, vraiment, c'était un coup de foudre et c'est celui qui m'a donné envie d'enregistrer cet épisode, c'est qu'il faut laisser Dionysos écrire et Apollon corriger. Dans le premier grand livre de Nietzsche, sorti en 1872, La naissance de la tragédie ou l'origine de la tragédie, il a 27 ans. Et dans ce livre-là, il propose quelque chose qui va au-delà de toutes les philosophies de l'art qui existaient, une façon de comprendre un peu la création. Il pense qu'il y a deux forces antagonistes qui s'affrontent dans tous les actes créatifs, deux dieux grecs un peu qui se complètent, Apollon et Dionysos. Apollon, c'est la lumière, la raison, la perfection, il dit vraiment ça, la perfection, la clarté, la phrase bien construite, le beau style d'écriture, la contemplation, etc. Vraiment trouver la petite cerise sur le gâteau. Sauf que c'est pas comme ça qu'on écrit un livre. Souvent, il nous faut aussi Dionysos. L'ivresse, l'excès, le débordement créatif, la métamorphose, l'énergie, quand on écrit un premier jet jusqu'au bout, quand on est en flow créatif, etc. La scène qu'on n'avait pas prévue et qui arrive toute seule, l'état un peu second. Bref, pour Nietzsche, en fait, les grandes œuvres d'art naissent de la tension entre ces deux forces-là. Pas l'une qui gagne sur l'autre, mais vraiment une espèce de dialogue, d'équilibre instable entre les deux. Et du coup, comme je te le disais, quand tu écris ton premier jet, c'est Dionysos qui est là théoriquement. C'est un élan, un excès peut-être même, tu pars dans des directions un petit peu farfelues, etc. Tu sais pas du tout si c'est bon et c'est pas le moment de savoir. Tu laisses sortir, tu déroules un petit peu tout ça. Quand j'ai invité Aurélie Wellenstein pendant le sommet du premier roman, elle nous a vraiment décrit ce côté un peu thérapeutique même de se jeter dans un premier jet, de sortir toutes les émotions qu'on a, toute l'inspiration et ensuite de venir se pencher dessus pour se demander qu'est-ce qu'on en fait. Et le problème parfois, c'est qu'on a Apollon qui s'invite un petit peu trop tôt dans cette histoire. On cherche le mot parfait, qu'on est encore en premier jet en train d'écrire un chapitre qu'on sait même pas s'il restera. On relit les phrases qu'on vient d'écrire en se demandant si c'est bon. On corrige déjà alors qu'on sait même pas où on va. On met un peu une cage autour de notre force brute, de notre inspiration. Alors bien sûr, il y a pas très longtemps, je t'ai fait un épisode qui s'appelle les fausses étapes de l'écriture, parce que parfois on fait un mix entre de l'écriture et de la réécriture. Mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. N'oublie pas Dionysos, n'oublie pas ta force créatrice, ce serait dommage de commencer déjà à chercher la perfection à ce stade. Parce que quand on commence à chercher la perfection, quand on commence à mettre Apollon dans cette histoire, Dionysos il peut disparaître, il aime pas attendre. L'ivresse, là, l'élan, ça va se heurter un peu contre de l'analyse et le fait de décortiquer ton style, ton histoire, etc. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que j'embrasse beaucoup. C'est de dire que le premier jet appartient à Dionysos, le débordement, l'excès, le flow créatif, etc. Et que la révision, la réécriture, la recherche d'une super histoire, d'une super forme, etc., la clarté dans l'histoire, tout ça, c'est Apollon et ça vient dans un deuxième temps. Quand Dionysos a eu toute la puissance de s'exprimer, mais les deux sont tout à fait nécessaires. Par contre, travailler les deux en même temps, c'est un peu compliqué. Alors la prochaine fois que tu te
te poses pour écrire, demande-toi si l'un des dieux est en train de prendre le contrôle, si c'est Dionysos ou Apollon. Et si c'est Apollon, qui a envie que ce soit parfait, qui a envie que ce soit mieux, etc., dis-lui peut-être d'attendre un petit peu et laisse Dionysos venir. Mon deuxième conseil est encore mieux que celui-là, tu vas voir. Là, t'as vu, on met la barre assez haut. Et Nietzsche, c'est toujours ça, il nous régale. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il y a un chapitre hyper court qui s'appelle « Du lire et de l'écrire ». Et dans ce chapitre, il y a une phrase que je n'oublierai jamais. Nietzsche écrit « De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce qu'on écrit avec son sang. Écris avec ton sang et tu apprendras que le sang est esprit. » Il avait l'art de la formule en plus. Je te laisse un peu avec ça. Écrire avec son sang, ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire d'écrire avec un style, que tu vas chercher ailleurs, avec le style de ton auteur préféré, avec la voix d'un auteur que tu admires, avec des formules que tu ressors, etc. C'est avec ton sang. Et ça veut dire que tu écris avec ce que tu as vraiment traversé, ressenti, compris et intégré en toi. Quand je bétalie des manuscrits, vraiment on voit les formules qui sont un peu, j'aime pas dire ça, mais un petit peu copier-coller, qu'on retrouve dans beaucoup de livres, et on voit celles qui ont été vraiment ressenties par les auteurs. Parfois des métaphores un peu lunaires, un peu bizarres. Et c'est ça, c'est ton corps qui s'exprime. C'est pas ta tête qui a retenu que dire blanc comme les blés, c'était cool. Bon, j'exagère, mais tu auras compris. C'est pas une invitation à l'autofiction obligatoire, etc. Nietzsche n'a jamais dit d'écrire sur sa vie. Il dit quelque chose de plus subtil et de plus exigeant. Il dit que la vraie matière d'un texte, c'est l'expérience réelle. Pas racontée, empruntée, lue et ressortie, ou imaginée à partir d'autres trucs, mais l'expérience vécue. Émotionnellement, intellectuellement, physiquement, le corps c'est le meilleur outil pour moi parce qu'on intègre ce qu'on a vécu. Et du coup, l'écriture passe par le corps pour moi dans tous les romans. Alors, posons-nous la question maintenant. Si tu écris une scène de deuil, par exemple, est-ce que tu écris depuis une perte que tu as connue toi, et on a tous une expérience particulière du deuil, ou est-ce que tu reproduis ce que tu as pu lire dans d'autres romans, voire dans d'autres films, entendre de la bouche de quelqu'un ? Quand tu écris un personnage qui doute, est-ce que c'est le doute que tu ressens au fond de toi ou que tu peux ressentir, ou tu te dis j'ai une certaine idée, j'ai lu ça, etc. Je suis pas du tout en train de te dire que c'est pas bien, mais c'est un très bon moyen d'aller dans la justesse, d'aller trouver une façon plus juste de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir connu ça pour arriver à écrire ton expérience à toi pour moi. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu un deuil, d'avoir vécu un voyage au milieu du désert, ou d'avoir vécu cette peur-là pour l'écrire. Par contre, on a toujours en nous, pour moi, justement des portes, des choses qui nous font peur, et c'est par là, par exemple la peur de perdre quelqu'un, justement. C'est plutôt par là que j'irais creuser, plutôt que de décrire un petit peu ce qu'on s'imaginerait. Creuse vraiment en toi à partir des choses qui te font peur, qui vraiment pourraient te paralyser quand tu y penses, qui, au contraire, t'émerveillent, etc. Même si on s'éloigne un petit peu du sujet, je pense que c'est un moyen en tout cas de trouver les mots plus facilement, de trouver des sensations plus facilement, ou encore des péripéties pour ton histoire par exemple. Ce qui est sûr, c'est que le lecteur sentira la différence. Il va pas forcément pouvoir nommer un petit peu ce qui sonne moins vécu, mais c'est sûr qu'on sent quand ça sort directement des tripes de l'auteur. Il y a une vraie texture dans les textes écrits comme ça. D'ailleurs, je te parlais d'Aurélie Wellenstein et je trouve que c'est vraiment ça. Elle écrit un peu avec ses tripes, elle dit qu'écrire c'est courir avec les loups. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ses récits et de peur justement, d'émotions un petit peu négatives, des choses un peu terrifiantes, et ça rend ses textes vraiment réels parce qu'on sent qu'elle explore ce qu'elle-même ressent. Et donc, tu t'en doutes, Nietzsche, il aimait pas trop les écrivains qui écrivaient des trucs imaginaires, très théoriques, depuis des livres, etc. Lui, c'était un grand lecteur, mais il voyait la différence entre quelqu'un qui transformait vraiment sa vie pour écrire et quelqu'un qui régurgitait un petit peu ce qu'il avait pu lire. Il y a un petit piège, je trouve, dans cette histoire, c'est justement qu'on est influencé par les livres qu'on a lus et qu'on est influencé aussi par ce qu'on aime, en fait, et ce qu'on identifie comme, par exemple, un bon style ou une belle façon de décrire quelque chose, ou encore une bonne péripétie, une bonne scène. On a tellement l'habitude, on baigne tellement dedans, surtout les grands lecteurs, que ça peut nous empêcher d'écrire notre façon à nous, de décrire ça, cet événement-là, ou encore cette sensation-là. Écrire avec son sang, c'est vraiment essayer de contourner ce truc-là, d'aller chercher en nous comment écrire, plutôt que se dire théoriquement, si je devais écrire cette scène d'enterrement, je mettrais ci et ça, parce que c'est un peu comme ça que je le vois, j'ai vu ça dans tel roman et ça faisait super bien, etc. Alors bien sûr, je te dis ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est beaucoup plus difficile de ressentir que d'imiter, mais je pose cette graine-là en toi. Prends la dernière scène que tu as écrite et demande-toi honnêtement d'où elle vient, ou comment elle pourrait venir plus de ce qui brûle en toi, de tout ce que tu as vécu, plutôt que, il faut mettre cette scène parce que c'est une transition entre telle scène et telle scène, etc. Les réponses, un petit peu, quand je demande ça aux auteurs,
quand les auteurs sont un petit peu mal à l'aise, quand il y a une friction, une petite gêne, etc., souvent c'est qu'on est sur la bonne voie, c'est qu'il y a quelque chose à creuser dans ton inconscient, dans ta personnalité, qui peut alimenter cette écriture. Troisième conseil, et tu vas trop rire, parce que j'aime pas ce conseil, et je le dis très régulièrement, mais là c'est Nietzsche qui le dit, alors je m'incline. Il parle de faire confiance au lecteur et de supprimer les explications. Et ça te dit pas un truc, ça? Est-ce que ce serait pas montrer plutôt que d'expliquer? Est-ce que Nietzsche ne serait pas en train de nous conseiller de faire du show don't tell? Non, pas toi. Et si, dans Le Crépuscule des idoles en 1888, c'est une des dernières œuvres de Nietzsche d'ailleurs, et tu sens l'intensité, la fièvre dans ce qu'il a écrit, il sort une formule qui m'a beaucoup marquée. Il parle du péché contre le Saint-Esprit de l'art. Déjà, quelle formule. Et ce péché, en fait, pour lui, c'est justement ça, c'est d'essayer de convaincre le lecteur au lieu de le faire vivre, de lui montrer les choses. C'est vraiment le show don't tell. Merci Nietzsche. Alors, je t'en parle souvent parce que moi, je trouve que c'est un conseil difficile à appliquer, mais en fait, dans la version expliquée par Nietzsche, c'est vraiment de ne pas essayer de convaincre le lecteur. Et ça, je trouve que c'est bien d'attaquer les choses de cet angle-là. Parce que oui, moi, je suis pas une grande fan de ce conseil du show don't tell en temps normal. Ça veut tout et rien dire de dire, montre au lecteur. Fais-lui vivre les choses. Oui, écris quoi. Un livre, c'est pas une idée, c'est un personnage qui traverse des choses. Prends le lecteur, balance-le là-dedans, fais-lui vivre tout ça. Ça, on est tous d'accord, et c'est pour ça que je trouve que c'est un mauvais conseil de conseiller le show don't tell à toutes les sauces. Parce que oui, en gros, on est en train de conseiller d'écrire un livre, quoi. Hein. On est en train de dire que c'est mieux de trouver une scène où on voit la tristesse, on la vit dans la peau du personnage. Par exemple, un personnage qui a perdu quelqu'un et qui a une photo de cette personne qui est posée chez lui dans un cadre photo, et il prend le cadre photo et il le pose face contre terre. Ça dit beaucoup plus la perte que « elle était si triste d'avoir perdu machin ». On est d'accord, non? Et il y a un autre conseil d'ailleurs là-dessus que j'aime bien aussi, petite parenthèse dans le conseil, c'est que tu sais, j'adore cette citation en anglais qui dit « Cool guys don't look at explosions ». En fait, dans les films d'action, je sais pas si t'as fait attention, mais le héros qui fait exploser tout le bâtiment ne regarde pas en arrière derrière lui. Et en fait, moi, je vis ça un petit peu comme quand on va décrire les sentiments, justement, les héros qui vont dire « Je t'aime, tu es l'amour de ma vie ». C'est tellement moins fort qu'un héros qui a pas le temps de le dire ou qui va s'empêcher de le dire pour pas faire souffrir la personne en face, ou tu vois, tout ce genre de trucs. Bref, ça, c'est le show don't tell un peu classique. Version Nietzsche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Nietzsche dit ça? Nietzsche dit qu'il faut faire confiance au lecteur pour pas expliquer. Parce qu'expliquer, c'est priver le lecteur du plaisir de la découverte. On veut pas lui expliquer. On lui fait confiance en fait. Il va vivre ce truc et il va créer sa propre explication. Et surtout, ça révèle quelque chose sur toi. Et là, Nietzsche entre en scène et ne parle pas que du show don't tell. En fait, dire au lecteur « Regarde, je t'explique parce que je n'arrive pas à te le montrer », ça veut dire « Je n'ai pas confiance en ce que j'écris. Je n'ai pas confiance dans mon texte. » Et ça, Nietzsche, tu te doutes bien qu'il va pas te laisser faire ça. Il veut pas que tu mettes cette couche d'explication pour que tu sois sûr que le message soit bien passé, comme quand on explique 3 fois attention dans les avions et qu'on donne 3 fois le même message. Non, Nietzsche, il va te dire que c'est cette peur-là qu'il faut apprendre à traverser. Alors lui, évidemment, c'est le contraire. Il explique tellement peu qu'on doit beaucoup participer en le lisant. C'était d'ailleurs ce qui m'a un peu réfréné, parce que en général on conseille pour cet auteur-là Ainsi parlait Zarathustra, mais punaise, il est pas facile d'accès, parce que c'est un peu comme des paraboles, etc. C'est comme un petit conte finalement. Il y a plein de blancs, on essaye de compléter, mais on a l'impression d'être à côté de la plaque. C'est pas facile. Ça demande une participation active du lecteur. Mais dans les bons livres, est-ce que il n'y a pas eu une petite participation active de ta part? C'est quand même mieux d'avoir des hypothèses, d'imaginer des choses, plutôt que de se laisser prendre par la main du début jusqu'à la fin, non? C'est une vraie question, ça. Et donc, Nietzsche, il te fait confiance quand tu es le lecteur pour combler les espaces. Il donne des images, des tensions, et il laisse tout ça infuser dans ton esprit et produire des trucs. Dans Par-delà le bien et le mal, il dit qu'un auteur qui a quelque chose à dire cherche naturellement à le cacher. Pas parce que le but c'est que le lecteur comprenne rien et que ça soit obscur, mais parce que ce qui est trop exposé, ça perd de sa force un peu. Et ça, je suis tellement d'accord avec lui. Tu vois, c'est comme si on parlait d'une silhouette de quelqu'un de très beau, par exemple, mais que du coup on avait une photo comme ça, en 4000 pixels de résolution. Ok, mais imagine plutôt un tableau un peu suggestif, avec un peu du flou, etc. On serait beaucoup plus intrigué, beaucoup plus happé par ce truc, on chercherait à s'imaginer des choses. Et de même, dans un roman d'ailleurs, pour décrire quelqu'un de beau, parce que ça c'est quelque chose que je reproche beaucoup en bêta lecture, c'est de dire ça veut dire quoi beau, pourquoi tu veux à tout prix qu'on croit qu'il est beau, et pourquoi tu nous expliques pourquoi il est beau, pourquoi tu ne te contentes pas de donner quelques éléments et notre cerveau fait le reste et nous on déduit si cette personne est belle ou pas, ou peut-être même des choses un peu plus importantes pour nous que la beauté. Nietzsche t'invite à avoir confiance dans tes images,
dans tes scènes, dans le fait que si tu as bien écrit, le lecteur arrive là où tu voulais qu'il arrive, avec son propre chemin. Et donc ce que je te propose, c'est de chercher, justement, tu vois, je t'ai proposé plein de pistes là, justement ces moments où tu essayes de donner de l'émotion au lecteur en nommant les émotions, ou même en ayant en tête une émotion très précise, parce que bon, le show don't tell de dire il serre les poings au lieu de il est en colère, oui, c'est quand même le lecteur, enfin c'est quand même toi qui dis au lecteur regarde, il est en colère, d'une autre manière. Est-ce que ces émotions-là sont utiles? Et alors, je te parle pas aussi des elle compris que, elle sentit que, etc. Un petit peu toutes ces déductions du personnage que le lecteur pourrait faire lui-même et même à sa manière. Regarde un petit peu si t'as mis des choses comme ça. Regarde un petit peu ce que ça donnerait si tu les enlevais. Bien sûr, je dis pas qu'il faut les enlever à tout prix, mais tu vois un petit peu ce chemin-là que tu pourrais prendre un petit peu moins évident. Comment dire, une position intermédiaire entre ce que toi tu as précisément en tête et ce que le lecteur aura en tête. Parce qu'on n'est jamais 100%. Le lecteur ne sera jamais 100% là où toi tu voulais que tu l'emmenais. Alors, le 4e conseil est très marrant. C'est complètement Nietzsche ça. Et je peux te le résumer en disant le ton neutre est une lâcheté. Nietzsche, il faisait pas les choses à moitié quoi. La franchise brutale. Alors si on peut dire que le gars avait un point de vue, vraiment, c'est-à-dire qu'il allait être dans l'extrême du point de vue régulièrement. Il voulait pas lisser, arrondir les angles, éviter de choquer. Bon, ça donne des phrases comme Dieu est mort chez Nietzsche. Mais effectivement, choisir un ton neutre parce qu'on n'a pas trop trouvé ce qu'on voulait dire, c'est une bonne réflexion à avoir. De se dire, est-ce que je peux pas vraiment dire ce que je voulais dire? Bon, ok, le mot me vient pas, mais dans quelle direction je pourrais aller? Est-ce que je peux me rapprocher de ce que j'avais en tête? Trop souvent, je trouve, dans les récits que je bêta-lis, par exemple, je vois des formulations très neutres, des comparaisons très neutres aussi, alors que vraiment, quand on commence à entrer dans l'image et la métaphore, on peut donner de la personnalité, du caractère, des choses qui dérangent même. Je trouve que ça donne beaucoup de relief, et que souvent, c'est ça que l'auteur avait en tête, mais qui s'est dit « Ah, je sais pas si je le fais, ou est-ce que je vais bien le faire si je fais ça, etc. » D'ailleurs, Nietzsche te dirait, c'est pas de la prudence, c'est de la lâcheté. Et effectivement, je te dis pas ça pour être sévère, parce que je sais à quel point c'est dur. C'est quelque chose qui se travaille, effectivement, de se dire « Moi, je voudrais donner cette impression-là, cette sensation-là, j'en suis là, comment je peux faire ?» Et c'est tout un chemin. C'est un peu le chemin de construire sa plume, finalement. Mais pas que, il y a aussi l'immersion dans cette histoire. Nietzsche, il avait pas la peur de choquer les gens, de se tromper sur les mots, etc. Vraiment, il attaquait, quoi. Il prenait des positions tranchées, il savait que c'était controversé, il utilisait des formulations pas possibles, il écrivait des choses qui dérangeaient, même ses amis, bref. C'est aussi pour ça qu'on le lit encore aujourd'hui. Il mettait son cœur dans ce qu'il écrivait. Et je trouve que c'est une bonne chose à retenir sur ce conseil-là, c'est que ton texte a le droit d'avoir une opinion. Ton narrateur a le droit de voir le monde d'une façon particulière, même dérangeante. Tes personnages ont le droit d'être inconfortables ou dérangeants. C'est même quelque chose qui fera vibrer le lecteur, sans doute. Ça fera vibrer des cordes sensibles chez lui. Être de trop, c'est ce qui les rendra vivants. Et enfin, dernier conseil, et il est encore plus controversé celui-là, c'est « Est-ce que tu écris depuis la force ou le manque ?» Dans le livre Généalogie de la morale, Nietzsche introduit un concept qui m'a fait mal un petit peu quand même, mais que j'ai vraiment apprécié lire à ce moment-là. Parce que ça change un petit peu la façon dont on regarde la littérature et l'art de manière générale, et le concept c'est le ressentiment. Le ressentiment c'est pas la rancœur ou la jalousie, c'est quelque chose d'un peu plus insidieux, c'est un peu la colère qu'on a rentrée, quoi. Quand on est en colère contre des choses et qu'on peut pas les exprimer directement, qu'on peut pas les décharger, on va se retourner vers l'intérieur, chercher une sortie détournée, une façon de voir le monde, etc. Et on pourrait écrire des livres un petit peu comme ça. Des livres qui incarnent un petit peu ce qu'on rejette ou ce contre quoi on est en colère. Mais c'est vrai que si on réfléchit, il y a des auteurs qui vont écrire depuis ce ressentiment-là, écrire depuis la blessure, le besoin de reconnaissance. Je me souviens même d'un parolier de rap que je ne citerai pas, qui a écrit une chanson entière sur une prof parce qu'il était en colère contre elle. Moi-même, j'ai un livre dont le point de départ était aussi le refus d'un éditeur. C'est pas un jugement de dire ça, c'est vraiment une vérité qui concerne pas mal de monde. On est parfois nourri un peu, en partie évidemment, par ce ressentiment-là. Et ça peut crisper un peu notre texte. Il peut y avoir quelque chose d'un peu pas stable là-dedans. On a besoin du lecteur même quand on écrit un petit peu comme ça, on l'embarque un petit peu dans notre truc bizarre là, dans notre ressentiment. Et pour le Nietzsche, ça y est, alors que dit-il? Il dit que ce qui est le contraire du ressentiment, c'est la force affirmative. L'écriture depuis l'abondance un peu, plutôt que le manque, depuis la force.
Nietzsche, il écrit beaucoup en rapport avec la force et la puissance, c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Mais c'est intéressant, il dit que c'est depuis ce qu'on a donné plutôt que ce qu'on cherche à avoir, ce qu'on a quoi, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vibrer. Souvent c'est quelque chose que je demande aux auteurs, c'est est-ce que ça te fait vibrer, est-ce que tu serais capable d'en écrire pendant des heures, par exemple pour les aider à choisir entre plusieurs idées de romans, etc. C'est hyper drôle parce qu'il y a un livre, c'est Ecce Homo, où Nietzsche dit « Je suis pas un homme, je suis de la dynamite ». Et c'est hyper marrant de se dire qu'avant 1900, quelqu'un s'exprimait comme ça. Il aurait fait un malheur sur les réseaux sociaux. Et c'était pas de l'arrogance, c'était pour dire qu'il avait cette puissance et que donc il était capable d'écrire avec force, d'écrire des trucs qui frappent, d'avoir quelque chose à dire sans demander la permission, etc. Et c'est là que je voulais en venir avec ça. Je sais que ça peut paraître un peu négatif comme façon de formuler les choses. Évidemment qu'on a tous un petit peu ce petit morceau de ressentiment sans doute, mais tu vois à quel point c'est différent si on se dit ouais mais qu'est-ce que j'ai moi, qu'est-ce que j'ai comme force, comme puissance que je peux mettre dans mon texte aussi. Justement, en faisant le lien en plus avec le conseil sur le vécu, sur écrire avec son sang, bah ça peut nourrir notre texte, ça peut le pousser. Je te donne un tout petit exemple très personnel, mais j'ai écrit récemment une nouvelle et je trouve que c'est une de mes meilleures et je l'ai nourrie de quelque chose de très positif chez moi pour une fois. C'est-à-dire que souvent, moi, je me nourris des choses qui me font peur, justement. Il y a un roman où c'était complètement mon éco-anxiété, un autre où c'était quelque chose, un peu ma lutte contre une addiction que j'avais réussi, mais qui m'avait quand même beaucoup fait peur aussi. Et cette nouvelle-là, en fait, était juste nourrie du fait que j'apprenais l'arabe et ça m'a entièrement inspiré la nouvelle et du coup, je trouve que je suis allée plus loin que d'habitude. Ça m'a donné une force un petit peu, une volonté d'aller encore plus loin, de créer, etc., d'embriquer des mots d'arabe dans mon histoire. Bref, ça m'a vraiment permis d'écrire de manière un peu lumineuse et avec un aspect un peu passionné que j'avais assez rarement finalement quand j'écrivais mes romans. Bon, on va dire quand même que pour une nouvelle, c'est plus simple que pour un roman, hein, ça va plus vite. Mais évidemment qu'on peut écrire depuis la blessure, depuis le doute, c'est même thérapeutique souvent. Mais n'oublie pas cette histoire de force, de puissance. Je sais que tu as cette force et cette puissance aussi que tu peux mettre dans ton texte et qui peuvent même te guider. C'est une bonne boussole hein, de se demander ce qu'on a mis et qu'est-ce qui a nourri notre texte, je trouve. Et c'est ok si c'est une blessure ou le doute. Comme je te le dis, j'ai écrit des romans entiers sur ça. Mais cette réflexion de Nietzsche m'a fait du bien aussi. Ça m'a rappelé un petit peu qu'on n'a pas que ça, justement, on n'a pas que ces blessures et ces doutes. Tu n'as pas que des blessures et des doutes. Bref, c'était très long, mais ça m'a fait très plaisir de parler avec toi de ce philosophe que je découvre à peine et que j'adore déjà. Alors il est difficile à lire, à comprendre, à accueillir, il te laisse pas tranquille, il te donne pas des réponses toutes faites et confortables, il faut qu'on aille chercher nous-mêmes des choses. Et je suis sûre que certains experts en Nietzsche diront que j'ai dit n'importe quoi dans cet épisode, et c'est ça qui est beau finalement, c'est qu'on a tous notre interprétation, un peu comme un bon livre. Et je pense qu'effectivement, ce que je veux te dire aussi avec cet épisode, c'est que l'écriture, moi je la vois comme lui. Je la vois pas comme un truc confortable et cosy. Je suis désolée pour le cosy, c'est un genre littéraire tout à fait légitime, mais moi je me reconnais pas dans ce qui est cosy. Alors évidemment qu'on peut être cosy et quand même cocher toutes les cases de ce que je t'ai cité aujourd'hui, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. L'écriture, pour moi, c'est pas confortable, c'est pas quelque chose qui nous laisse tranquille, c'est quelque chose qui nous demande de regarder en face des choses qu'on préférerait éviter, qui mobilise notre peur, notre courage, notre vécu, notre sang, et j'aime vraiment beaucoup le fait que Nietzsche la voit comme ça. Peut-être que toi, tu ne la vois pas du tout comme ça, et je serais ravie d'en débattre avec toi, par exemple sur le Discord, que je te mettrai le lien dans la description. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il t'a donné un peu de feu créatif de Nietzsche, un peu de dynamite pour écrire ton texte. Et sinon, j'ai envie de te dire que j'ai pris ma position, comme lui, et que heureusement d'ailleurs que notre position est différente, c'est ça qui fait aussi qu'on écrit des bons textes, c'est qu'on s'engage. À la semaine prochaine au Café des Auteurs, prends soin de toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!